Salut Baptiste, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Maxime, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être ici. Alors Baptiste, tu es un entraîneur, on va dire t'es entraîneur qui a été chez les pros, chez les amateurs. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas? Donc moi c'est Baptiste Caillard, donc je suis entraîneur, principalement en cyclisme. Et donc dans mon parcours, j'ai quand même un parcours qui est très large. Donc j'ai commencé par une licence et un master en entraînement sportif, donc comme toi à Besançon. Pourquoi Besançon? Parce que à notre époque c'était quand même La une des Mecque. universités qui était liée avec Groupama FDJ. Et donc forcément, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient intéressantes avec ça. Et tu retrouves à haut niveau beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par là. Je pense à un Kevin Onaldi chez Lidl, je pense à tout le pôle performance au Groupama FDJ, je pense à toi, je pense à Théo Ouvra. Donc ça fait quand même beaucoup de monde là-bas. Donc moi j'ai fait licence master là-bas. Et master, du coup, forcément, t'es intéressé, tu poses des questions. Du coup, je me suis retrouvé en stage avec le Groupama FDJ. Donc c'était super intéressant. C'était plutôt sur la thématique analyse de données, donc analyse des séances, et justement essayer de déterminer l'évolution des coureurs à travers l'analyse des séances. Plutôt que passer par le testing, aller dire ok, mon coureur évolue dans cette séance. Du coup, c'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction sur tel objectif. Et à la suite de ça, du coup, j'ai continué à travailler avec eux en tant qu'entrepreneur. Et derrière, il y a eu le Covid. Et Covid, Delco a changé de manager. Et ils se sont dit, ok, on revoit complètement le projet, on monte un pôle performance. On veut des mecs qui sont investis, qui sont intéressés par la performance. Et du coup, j'ai été recruté parce que j'avais un profil jeune, universitaire, qui avait déjà bossé un petit peu à haut niveau. Et donc, j'ai fait 2 ans là-bas, 2020 et 2021. C'était hyper intéressant parce que, en gros, on partait de rien, pas beaucoup de budget, et l'objectif, c'était de pousser tous les déterminants de performance. Donc, on a vraiment tout agi. Il y avait un nutritionniste qui était super intéressant et qui a été le premier à sortir un article sur les 120 grammes de glucides par heure. On avait un psychologue, on a mis en place des bike fitting, donc on avait en relation look et du coup le développement de matos. On a mis du testing physio et donc on a fait beaucoup d'erreurs. Ça c'est clair. Mais par contre, on a développé beaucoup de choses. Ça a permis de toucher à tous les axes de performance. Ensuite, du coup, l'équipe a coulé. Problème de, fin- Problème de finance. Et donc, j'ai rebondi chez Vendée. Donc, Vendée, complètement différent. Vendée, c'est l'équipe de, entre guillemets, formation de Total Energy. Et plus globalement, en gros, ils appellent ça la pyramide. Ils ont le CREF avec les jeunes cadets U19, le Vendée en formation. Et après, l'objectif, c'est de passer chez Total Energy. Et c'est pas que passer des caps physiquement et avoir les meilleurs coureurs, mais c'est aussi avoir vraiment la mentalité Total Energy, qui est très particulière. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, c'est 2 super années, et où, par rapport à tout ce que j'avais construit au niveau universitaire et avec Delco, ça m'a aidé à déconstruire certaines choses, et aller vraiment plus sur le côté psycho, le côté construction de groupe, le côté bah, conditionner un coureur à un objectif. Donc ça, c'est super intéressant. Puis on a fait 2 années avec des titres de champion de France, route chrono, avec des victoires en classe 2, avec plusieurs mecs qui passent chez les professionnels. Ensuite, ça s'est arrêté avec Vendée U. J'ai rebondi chez les U19, dans le pôle développement de la Pomme Marseille. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de dire, comment est-ce qu'on met en place le double projet, et, et, et au niveau formation, et au niveau sportif, sachant que tous les sportifs U19 ne vont pas forcément à haut niveau, même très peu. Et donc j'étais parti là-dessus, c'était intéressant en termes de développement, et sauf qu'à la fin de l'année, j'ai eu une offre de Arkea, donc en retour, et je me suis dit, est-ce que je continue mon projet, est-ce que je passe en retour? C'était quand même un gros objectif, depuis que je suis en formation, depuis que je suis jeune, de dire, bon, passer des étapes et passer des caps. Et donc je suis passé à un retour de Arkea, dans laquelle j'ai agi en tant qu'entraîneur, et donc entraîneur, mais je savais qu'il y avait quand même un projet pour un an. Et donc j'ai fait un an de projet en retour avec Arkea. Donc tu as eu un profil ou un parcours pardon, assez hétérogène, où au final tu as croisé des athlètes orientés au niveau dans la plupart de ton parcours, mais quand même avec des niveaux différents entre le junior haut niveau et le World Tour. Euh, donc du coup, tu as ce côté-là
t'accompagnes un athlète parce qu'il est déjà formé niveau entraînement, etc. Un mec en World Tour, il a ses connaissances, tu peux échanger sur certains aspects, alors qu'un jeune, tu dois quand même avoir ce côté éducatif de formation derrière. Ouais, mais ça, c'était super intéressant, justement. Et c'est ce que j'aime bien dans mon profil, et ce que j'aime bien ressortir, c'est ce profil transversal de dire, j'ai fait du junior, voire cadet, jusqu'à World Tour, et finalement, la construction de la tête est toujours la même. Même quand tu arrives en World Tour, c'est pas une finalité. Non, non, faut se Aujourd'hui, si remettre en question, aujourd'hui, si tu arrives en World Tour, et que tu dis, bah, c'est bon, j'ai réussi mon objectif, bah, ok, tu vas tous les week-ends te faire taper dessus, et tu fais pas plaisir. et au bout d'un an ou 2 ans, tu redescends chez les amateurs. Ouais, ou t'arrêtes. Ouais, c'est ça. Et C'est bon. Non, mais c'est clair. On a une vision assez commune, je pense, que le fait d'avoir la formation à Besançon sur la partie entraînement, formation, éducation du jeune, on a quand même ce tronc commun, ce socle commun qui fait qu'on s'y retrouve un petit peu. Toi, t'es sorti de master, du coup, moi, c'est 2000. Je me souviens plus si c'est 2017 ou 2018, donc toi, c'est l'année d'après. On avait un an de décalage, ouais. une année ou Et... deux années après, ouais. Je Non, suis parce que quand sorti en 2000. j'étais en M2, t'étais en M1. Donc Ok. on a une année de décalage. Parce que toi, t'étais avec Max Latourte. Non, justement, j'avais une année après. Ok, donc oui, donc on a 2 ans de décalage du coup. Mais du coup, ça me permet de préparer ma question. Est-ce qu'au final, depuis ta sortie universitaire et aujourd'hui, est-ce que on va dire, entraînes de la même manière? Alors c'est un peu la question bateau, on entraîne tous de la même manière, mais on va dire on a changé des choses. Mais est-ce que tu as changé des choses drastiquement sur ta vision, ton point de vue, ou au contraire, tu es sûr de certaines choses et certaines choses, tu as complètement enlevé de ta manière d'entraîner? Drastiquement, je dirais pas ça, parce que tu changes jamais du tout au tout. Il y a quand même des bases en entraînement qui sont fortes et que tu vas pas tout révolutionner. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles je me prends moins la tête. Et en gros, il y a des choses que je voulais faire absolument compliquées quand j'étais à la fac ou en sortant de la fac, qui aujourd'hui, je me rends compte que bon, on peut les faire très simples s'ils sont inclus correctement dans le projet du coureur. Et en gros, je prends plus de temps à discuter avec la tête, plus de temps à prendre toutes les informations du coureur, tu vois, avoir vraiment une approche holistique du coureur en disant, bah, ok, d'où il vient, quels sont ses facteurs de motivation, qu'est-ce qu'il doit développer, quel facteur de performance, bah, il pêche vraiment chez le coureur ou est très fort. Et après, derrière, bah, comment est-ce qu'on va les développer et quelles séances clés je vais pouvoir inclure dedans. Ouais, mais ça, c'est une approche où je me retrouve aussi sur le côté beaucoup de perceptifs, de se dire, voilà, qu'est-ce que le coureur ressent, le RPE, bon voilà, ça c'est Fred Grapp qui nous a, entre guillemets, matrixé avec cette échelle, mais tu vois, j'ai écouté son podcast avec Rémi la semaine dernière, et au final, je m'y retrouve en disant, bah ouais, la perception du coureur, au final, c'est quand même la seule chose qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui. On peut mesurer ce qu'il produit, on peut mesurer sa lactatémie, on peut mesurer un tas de choses, mais la perception et comment le coureur a vécu sa séance, la charge cognitive, etc., c'est hyper important. Ouais, mais clairement. De toute façon, aujourd'hui, on a des multitudes de données. Et plus ça va aller, plus on va en On avoir. en a, ouais. Parce qu'il va y avoir des capteurs sur tout. Et déjà, en cyclisme, on était déjà vachement en avance là-dessus, en disant, bah, rien que quand tu dis ta vitesse, distance, que tu as ta puissance, que tu as ta fréquence cardiaque, c'est déjà énorme. Maintenant, tu rajoutes les capteurs de température, tu rajoutes... tu peux même avoir un petit peu de... Comment ça s'appelle? Ouais, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de données, Ouais, mais entre tu guillemets. rajoutes, pendant un moment, ils avaient mis la glycémie à l'effort. Ils sont en train de développer le capteur de lactatémie avec, par mesure de la transpiration. Au final, tu vas te retrouver avec une analyse sur intervalle, sur Nolio avec 18 courbes, et au final, pour retraiter tout ça, etc. Par contre, le seul truc qu'on ne mesure pas, c'est comment le coureur perçoit sa séance, qu'est-ce qu'il a perçu à telle intensité, comment lui il se sent. On n'a que des métriques qui, entre guillemets, estiment ou extrapolent, mais c'est assez compliqué. C'est ça. Et en plus, tu te feras toujours avoir. Toujours des trucs qui te faussent. Tu vois, Non, un mais truc tout con, hein, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps en disant, genre, j'ouvre la séance d'un coureur, on a fait perte de récupération, je reprends, tu vois, j'aime bien mettre en place un peu des séances un peu type, que je répète plusieurs fois dans le cycle, pour voir un peu l'évolution de la réponse. Et ce que j'aime bien prendre en compte, c'est puissance, FC et ressenti coureur. Et du coup, là, j'ouvre, il a pas encore mis son ressenti. Du coup, bah,
Je regarde, ok, puissance même niveau, FC un peu plus haute, et je me dis, bah, là, c'est étonnant, faut quand même que je vois, est-ce qu'on est dans la bonne direction, etc. Et en fait, je l'appelle et il me dit, mais non, en fait, c'est trop bien. J'ai fait 3 jours où on était plus off, j'ai récupéré, et je me sentais hyper bien. Et en fait, quand tu vas plus en détail, tu regardes un peu la réponse, la vitesse de réponse cardiaque, tu dis, bah ouais, en fait, sa FC elle monte beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, elle redescend hyper rapidement. Mais par contre, si tu l'ouvres juste en détail comme ça, bah tu te fais avoir. Tu dis, il est moins bien. Non, mais Par contre, c'est. tu l'appelles, tu passes 2 minutes, et dis, bah je suis trop bien. Bah, c'est ça qu'on veut. Non, mais c'est clair. C'est clair, c'est. Je me retrouve dans ta situation que tu as décrite où au final tu prescris une séance telle intensité, tu mets dans ton tableau Excel, tu dis bah tiens ça baisse et il va dire bah ouais mais au final mon cardio est plus bas mais j'en ai chié à sortir ces watts là aujourd'hui j'étais pas bien du tout alors que l'inverse te dirait bah tiens t'as perdu 5 pulses par rapport à ta séance de la semaine dernière à watts identique donc t'as tout cette si on il faut dézoomer en fait à chaque fois l'analyse et donc du coup tu disais que tu avais des séances clés c'est quelque chose que tu utilises dans tous tes cycles ou c'est vraiment sur quelque chose de récurrent que tu mets en place dans certaines périodes. Non, c'est vraiment, tu vois ce que je te dis, moi j'aime bien construire un projet du coureur. Et du coup, savoir qu'est-ce qu'il va falloir, quels éléments il va falloir qu'il développe. Et donc forcément, bah, je me dis, bah ok, je veux par exemple passer un cap au seuil. Ok, le seuil c'est quoi? Je le décompose. Ok, il y a un peu de force. Ok, il y a de la musculation. Ok, il y a aussi un petit peu, un peu de pouvoir tampon. Ok, il y a machin. Et du coup, finalement, par rapport à ça, bah, je vais décomposer des blocs d'entraînement. Et dans ces blocs-là, bah, il y aura des séances sur lesquelles bah, je sais qu'on va y revenir plusieurs fois et on va voir comment on va évoluer dedans. Et en fait, chaque séance peut être entre guillemets, un petit test, quoi. Et ça c'est quelque chose que tu as lancé, que tu as mis en place dès le début que tu as commencé à entraîner ou c'est au fur et à mesure que tu as avancé dans ta carrière que tu as ajusté ce type de entre guillemets séance test, séance clé. Non, ce que j'avais mis en place avec la groupe AMFDJ, justement. Et c'est ça qui était intéressant. Et par contre, aujourd'hui, je prends beaucoup plus avec des pincettes, en disant, bah, ok, j'ai des données, mais attention, c'est pas parce qu'on progresse sur une séance qu'on va progresser dans la globalité. Et donc, faut prendre du recul et dire, ok, qu'est-ce que j'analyse? Pourquoi je l'analyse? Et est-ce que je veux vraiment que ce soit un feu vert ou un feu rouge pour l'athlète? Et toi du coup qui a bossé dans le cadre de ton master, etc., sur la partie analyse de données. Toi, tu mets l'accent sur quel type de données importantes dans le suivi au quotidien de tes athlètes. Est-ce qu'il y a des trucs que tu passes complètement à côté, tu sais que c'est pas utilisable ou pas exploitable, et des choses au contraire qui te permettent d'affiner ton entraînement? Ce que je fais, je regarde beaucoup FC puissance ressentie. Et après, les autres données, je les utilise plus pour aller expliquer certains éléments. Ok. Tu vois, après, du coup, sur certains thèmes, je vais regarder un peu plus la cadence, voir comment ça évolue. Tu vois, surtout en relation avec la fatigue. D'autres moments, bah, je vais me dire, ok, mais en fait, là, on n'atteint pas le bon niveau de puissance, mais finalement, c'est quand je regarde la vitesse à laquelle il fait la série, bah, forcément, il y a une composante aéro qui est importante, et du coup, bah, il peut pas réaliser la puissance qu'il doit faire normalement. Et du coup, ouais, les autres données, je les utilise, mais pour expliquer d'autres éléments derrière. Donc au final, comparé à tes années où tu sors de la fac, globalement, tu utilises toujours la même chose. Puissance, FC et RPE. Ouais, Perception. ouais, clairement. Non mais ça C'est juste, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Toi, quand tu commences à analyser au quotidien, donc du coup, tu ouvres la séance du coureur, les premières choses que tu regardes, c'est ça, c'est FC, puissance et le RPE qui t'a mis sur la séance. c'est, en vrai, le RPE, j'utilise de moins en moins. Ok. En gros, ce que je veux, c'est que, enfin, moi, ma règle quand je récupère un coureur, c'est clair, c'est, il faut que j'ai un commentaire. Ouais, moi c'est RPE commentaire, je mets les deux, j'impose les deux. S'il n'y a rien à dire, par contre, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une séance récup. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'est Non, pas c'est obligé de sûr. m'écrire un commentaire. Hein. S'il me met juste Toi, RPE 2 sur 10, ça veut tout dire. moi, il me met RAS, il n'y a pas de problème. Le RPE, il me le met, parce que justement, ça me permet aussi, tu vois, c'est tout con. C'est sur Training Peaks, quand tu mets ton RPE, t'as tes petits bonhommes avec tes sourires. Et quand tu ouvres ta séance et que tu vois que tu as un sourire négatif, tu dis bon, ok, il va falloir que je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière. C'est une alerte. Mais derrière, je n'utilise pas forcément en quantification de la charge.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment dire comment est-ce qu'il verbalise sa séance, à quel niveau d'intensité on est vraiment, et est-ce qu'on est dans ce que moi j'ai planifié. Parce qu'il y a des moments, oui, c'est normal, hein. T'es collé, t'es collé. On est en fin de cycle, on a fait un gros stage, il nous faut du temps pour mettre en route. C'est normal que la sensation ne soit pas bonne. Par contre, là, ça fait une semaine qu'on est plutôt en phase de récup. Les sensations, elles reviennent pas dans la bonne direction, t'étais malade. Bah, ok, on va peut-être aller chercher plus loin et pourquoi. Et donc du coup, encore pour rebondir, quantification de la charge, tu utilises quoi au quotidien pour quantifier ta charge vu que tu utilises pas forcément un Foster pour quantifier? Tu te bases sur quoi? Sur les TSS, sur les kilojoules de la séance? Hum, Ou au ouais, j'utilise contraire quand même. plutôt, où je pourrais rajouter, ou au contraire, avec l'expérience d'entraîneur, en fait, tu sais que l'imbrication des séances amène de la charge, tu vois, visuellement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une logique de métrique écrite pour te dire, bah ouais, je sais que dans tous les cas, on enchaîne le cycle, la charge, elle est croissante ou constante, et dans tous les cas, à la fin de cette période, il faudra récupérer. Oh, si, si, je dis, tu vois, en gros, pour moi, de toute façon, avec nos capteurs, différents éléments, pour moi, on n'est pas forcément hyper juste. Et du coup, la quantification de la charge, je la fais beaucoup avec du TSS. On peut largement, il y a des éléments qui sont négatifs là-dedans, il n'y a pas de problème. Ça me permet de prendre du recul. Et après, oui, il y a quand même cette vision de dire, je sais le volume que je dois mettre dans la semaine, donc je regarde beaucoup les heures. Je sais à peu près le nombre de kilojoules que ça va faire dans la semaine et dans le mois. Donc pareil, je regarde. Et ça me permet, une fois par semaine, voire une fois par mois, de prendre du recul et de dire, OK, où est-ce qu'on en est exactement au niveau évolution de la charge? Et de reprendre tous ces éléments en disant, bah, est-ce qu'on est dans la bonne direction au niveau du kilojoule par rapport à ce qu'on avait planifié? Est-ce que par rapport au volume, on est dans la bonne direction? Et après, au niveau charge, est-ce que ma courbe de charge est quand même dans la bonne direction? Mais au final, on se rejoint sur beaucoup de points sur notre utilisation au quotidien. Euh, Donc du coup, tu vois, ça rejoint un peu l'idée que j'avais de t'emmener vers le côté sensation et data, mais au final, c'est ce qu'on débat depuis tout à l'heure. Comme quoi que d'un côté, on a besoin des data, mais on a surtout besoin aussi du ressenti du coureur pour pouvoir croiser et, entre guillemets, s'assurer que ce qu'on met en place en tant qu'entraîneur colle avec l'athlète et ce que lui perçoit, comment il se ressent d'un point de vue état de forme, fraîcheur, fatigue. Euh, Toi, quelles séances pour toi sont importante en cyclisme, on va dire pour le cyclisme amateur entre guillemets qui fait des courses en FFC et chez les pros, juste pour nuancer, ou est-ce qu'au final tu as quand même un tronc commun? Bon, ça dépend vraiment des coureurs, ça dépend de où il habite, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de où il en est. Mais clairement, je vais te répondre, moi j'aime beaucoup le volume. C'est des choses qui marchent très bien et sur lesquelles bah, ça te permet de passer des heures sur vélo, d'augmenter l'économie de pédalage. Donc ça marche quand même vraiment bien. Et après, ça dépend. Chez les professionnels, j'ai quand même beaucoup mis de post-fatigue, de SV1, parce que bah ouais, on est de plus en plus à la Schéma de recherche de la course, hein. performance Ouais. post-kilojoule, que c'est de plus en plus dur, que ça roule toujours plus fort. Et chez les amateurs, par contre, ça dépend vraiment des coureurs. Toi, quand je récupère des jeunes, leur objectif, c'est pas forcément la même chose que quand j'ai un coureur qui a 30 ans qui veut absolument performer. Chez les jeunes, j'essaie que ce soit du jeu, j'essaie que ce soit éducatif, j'essaie qu'ils apprennent des choses à chaque fois et qu'ils passent des caps à très haut niveau, parce que tu passeras moins de caps sur du volume avec les jeunes. Et par contre, chez les plus anciens, bah, justement, je regarde un peu où est-ce que ça pêche. Est-ce que c'est vraiment de l'économie? Est-ce que il faut refaire du haut niveau d'intensité parce que bah, ils n'ont plus assez? Donc, vraiment déterminant en fonction du coureur. Et donc ouais, le volume aujourd'hui, c'est un peu ce que la littérature fait ressortir comme quoi que c'est le entre guillemets le dénominateur sur lequel on peut plus le jouer en termes de levier dans la semaine, mais c'est surtout aussi à l'intensité à laquelle on fait ce volume. Toi, tu définis un petit peu comment c'est tes zones d'intensité et à quelle intensité tu définis ton volume, entre guillemets. Voilà, est-ce que le mec doit faire de la zone 2, euh, entre guillemets zone 2, parce qu'au final, aujourd'hui, tout le monde en parle comme une zone magique. La zone 2, ça revient à le 8-2 à l'époque de Fred Grapp, etc. C'est de l'endurance. Ouais, c'est ça. La zone 2 aujourd'hui, c'est vraiment la zone magique et tout le monde veut y rouler, et tout le monde en parle, etc. Et l'objectif, c'est quand même
de pouvoir passer du volume sans créer trop de fatigue. Et donc forcément, des fois, ouais, un athlète, c'est pas très grave, hein, s'il va faire une. C'est quand Non, même mais du c'est temps clair. passé sur le vélo, c'est quand même du temps où tu tournes les jambes, c'est quand même du temps où tu travailles. Donc c'est pas grave. Et par contre, tu récupéreras mieux le lendemain et peut-être que ton but de semaine, c'est récupérer. Et après, mes zones, je les détermine vraiment par rapport au profil de puissance record et à ressenti d'athlète et FC. Et du coup, je fais un peu un mix entre toutes les méthodes. Et de toute façon, tout le monde parle de la zone 2, mais zone 2, c'est souvent on teste lactate et savoir où est le SV1 et déterminer justement cette haute fourchette de zone 2. Ouais, mais c'est hyper intéressant la manière dont tu détermines les zones parce qu'au final, on a toujours tendance, c'est ouais, tu te bases sur les méthodes Kogan, sur méthode Grapp. Moi, je me suis longtemps creusé ou pris la tête sur le sujet des zones en me disant quelle est la meilleure manière pour déterminer les zones, tu vois, de se dire est-ce que je veux pas que mon athlète se trompe quand je prescris. Mais au final, tu te rends compte que les zones, entre guillemets, notre corps ne les connaît pas. Lui, il a que les domaines d'intensité. Premier seuil, deuxième seuil et VO2 max en soi. Donc au final, le découpage est aussi approximatif que la précision de notre capteur. Donc à l'instant T, de tout, tout recouper, c'est plus pertinent que de vouloir se fier qu'à une seule métrique qui peut être variable au jour le jour. C'est ça, en soi, tu te bases sur un test qui est juste un point de vue de toi à un moment T et qui reflète pas du tout ce que tu vas être capable de faire dans la semaine d'après ou dans un mois. Et donc forcément, ça évolue et ça peut être Non mais c'est complètement clair. faux. Et c'est Si tu l'as fait sur home trainer, ça va pas correspondre à ce que tu vas faire en boss. Si tu l'as fait sur plat, ça va pas correspondre à ce que tu vas faire en boss. Si tu l'as fait avec de la chaleur, ça va pas être la même chose que quand tu vas le faire à 10 degrés. Si tu vélo vas de le faire avec chrono, un vélo de cuissardon, route. ça, c'est ça. Si tu vas le faire avec un cuissardon, c'est pas pareil. Vélo de route, vélo de chrono, c'est pas pareil. Et finalement, tu vois, dans mon boulot, je trouve qu'on a quand même aucun entraîneur, mais on est éducateur. Et j'en parlais avec un collègue il y a pas longtemps. Le temps que tu as avec tes athlètes sur une année, même si, tu vois, chez les pros, tu les as 2, 3, 4 fois par semaine au téléphone, que tu redébriefes, etc. C'est peanuts par rapport au temps qu'il passe sur les vélos. Et du coup, c'est plutôt lui donner des informations, lui dire, ok, regarde comment tu peux aller chercher ça, regarde comment tu peux ressentir ça, et que toi, tu arrives à te construire ton projet et ton entraînement. Et finalement, hein, comme tu le dis, le corps est quand même plutôt bien fait. Ah mais c'est clair. Les 50 zones, tu ressens pas forcément. Par contre, tu ressens facilement 3 zones. Endurance, tu ressens très bien. Quand tu es entre SV1 et SV2, tu le ressens quand même plutôt bien aussi. Et au-dessus de SV2, tu vois vite que tu vas être limité à un moment et que ça va s'arrêter. Non mais c'est clair. Les zones, on va dire, comment elles sont définies. Moi, par exemple, j'ai le modèle à cette zone. C'est plus pour le côté entraîneur quand tu veux analyser en détail en disant ah ouais, tiens, il y a quand même beaucoup de changements d'allure ou ah ouais, première partie de course est facile. Oui, ça te permet de redécouper un peu le temps passé dans chaque zone et comment l'intensité a été distribuée sur la course. Mais par contre, à l'entraînement, la zone 2, quand tu expliques aux coureurs voilà, de faire de l'endurance, le RPE, la respiration, la discussion, que quand tu rentres, tu dois pas être forcément plus fatigué que quand tu es parti. En fait, quand ils commencent à mettre tout ça en place, d'ailleurs, tu te dis, là, entre guillemets, on a gagné en tant qu'entraîneur d'avoir formé l'athlète, éduqué sur cet aspect-là. Et surtout aujourd'hui, son capteur a pas marché, il t'a quand même fait une superbe séance parce que au final, il a compris tout ça, il a intégré tout ça et il est capable de le restituer sur le terrain. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, je pense que c'est là-dessus où il faut tendre. Et je sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi, mais chez les jeunes, ça va aller un peu trop vite, ça oublie ce côté éducatif là, mais c'est tout de suite on utilise notre capteur de puissance parce qu'au final aujourd'hui les vélos sont livrés avec un capteur, donc t'es cadet, t'as ton capteur de puissance, tu veux l'entraîneur, et pour moi il y a certaines bases qui sont négligées voire oubliées. Je sais pas si t'as ce point de vue là aussi toi. Ouais, chez les jeunes, c'est particulier. Parce que, tu vois, justement, hein, il y a toujours les sujets un peu en disant attention, ça va trop vite, trop fort pour les jeunes, etc. Je trouve qu'il y a quand même un apport qui est aujourd'hui, quand tu es jeune et que tu es intéressé, tu trouves beaucoup d'informations partout. Non mais ça c'est clair. Et tu peux prendre des très bonnes informations comme des mauvaises informations. Et là-dessus, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que c'est important qu'un jeune il soit encadré. Par contre, un jeune qui est vraiment intéressé, il va y trouver plein d'informations. Et du coup, il va essayer de comprendre, ok, moi j'ai eu plein de cadets qui m'ont dit, mais pourquoi je fais la séance de PMA à telle intensité? Bah ouais, mais en fait c'est intéressant. Et un cadet avant avait pas forcément ce recul-là. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont oubliés dans le développement du coureur. Et chez Vendée c'était intéressant, justement, on appelait ça le bagage du coureur.
Et c'est de dire, tu prends une grande valise et tu mets tout ce qu'il faut pour être performant. Et ok, il y a un axe physio qui est important, mais il y a aussi un axe coursier. C'est savoir être placé, savoir se déplacer sur vélo, savoir frotter, savoir lire la course, savoir prendre l'échappée. Et toutes ces choses-là, des fois, c'est un peu des choses qu'on oublie chez les jeunes, notamment en prenant un entraîneur individualisé, alors que des fois, en allant jouer avec le club le mercredi, t'apprends quand même beaucoup de choses aussi. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et sur le côté aussi, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer sur le côté endurance. Au final, en France, on n'a pas cette culture de l'endurance chez le jeune. Alors oui, t'as le côté où, avant le pic de croissance, etc. Mais t'as toujours ce côté-là du gamin qui a 15-16 ans, qui fait une sortie longue de 3 heures. Ah, il roule trop, il va se cramer, etc. En soi, l'endurance, une fois qu'on a passé le pic de croissance, on peut on peut mettre du volume, mais c'est surtout l'intensité à laquelle on fait cette endurance qui est importante. Moi, c'est un peu sur quelque chose que j'aime bien expliquer, débattre, mais le fait que oui, tu as 15-16 ans, tu peux enchaîner du volume pendant tes vacances scolaires, tu peux aller rouler, c'est surtout à l'allure à laquelle tu vas rouler qui va influencer. Et encore, c'est pas une semaine tu peux te mettre de la charge pendant une semaine, mais c'est vraiment sur ce côté-là de faire du long. Je sais pas si toi tu remarques ça aussi, mais t'as beaucoup d'éducateurs. Ah, mais il roule trop. Ah, tu lui as mis 3 heures. Ah ouais, mais c'est de l'endurance fondamentale. Donc, théoriquement, Ouais, non, c'est sûr, c'est une approche qui est complètement différente. Et par contre, tu te dis, mais en fait, les gamins, je pense que toi, t'as tes gamins, t'as été sur vélo, etc. T'es parti avec tes potes en prenant, tu prends le vélo, tu sais pas quand est-ce que tu rentres, tu passes la journée sur le vélo à aller faire des sprints pancartes, ouais, à c'est aller clair. rigoler, à t'arrêter à la boulangerie, etc. Bah ouais, en fait, aujourd'hui, t'as fait 5 heures de vélo, 5 heures de selle. Ouais, aujourd'hui, je vois pas pourquoi ça poserait problème d'aller faire un 3, un 4 heures chez un cadet. Seule façon, c'est la seule chose qui change, c'est comment est-ce qu'il le vit. C'est sûr que s'il vit en mode je l'impose et il faut aller faire 3 heures et il faut absolument que ce soit à telle intensité et que c'est juste de l'endurance, etc. C'est parfois plus difficile à vivre Oui. que dire Ou s'il est dans la roue de son père en travers pendant 3 heures à faire le ouais, drapeau, il pourra pas aller faire ça tous les jours. Déjà, il va mal vivre sa séance et le lendemain, il repartira pas. Il est cramé de la sortie de la veille. ouais, non, mais clairement. C'est pour Non, ça mais que voilà, et je pense que le c'est volume un est levier. important et même chez les jeunes, et il faut juste qu'ils puissent en profiter et qu'ils puissent faire différemment. Tu vois, moi, c'est quelque chose, ça, le volume où j'y suis revenu, où au départ, tu vois, j'avais ce côté un peu protecteur de pas trop en faire. Et au final, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est quand même les intensités, tu peux pas en mettre tous les jours, et c'est quand même le volume, notre levier, le levier le plus facile à actionner pour augmenter et diminuer la charge de ta semaine. Les intensités, une fois que Ouais. tu rajoutes les courses du week-end, entre récupérer et préparer le week-end d'après, t'as plus beaucoup de marge pour remettre des intensités, alors que le volume, tu peux jouer sur le volume intensité récup, remettre une sortie endurance. C'est quand même le levier le plus simple. C'est un levier qui est hyper facile. Moi, je pense que c'était, tu vois, les premières erreurs que j'ai vraiment fait en tant qu'entraîneur, c'était ça, c'est-à-dire, je désegmente, je segmente course et entraînement, et du coup, je veux absolument faire plein d'intensités, et on va faire de la VO2, on va faire du seuil, on va faire ceci, plus après, tu refais la course, et finalement, en fait, la charge de la course, elle est énorme, et du coup, tu passes beaucoup de temps en zone 5, beaucoup de temps en zone 4, beaucoup de temps en zone 3, plus que ce que tu es capable de faire en entraînement. Et du coup, derrière, ouais, quand tu fais une ou deux séances intensité plus la course, pour mettre de la charge quelque part, c'est compliqué. Non, mais c'est clair. Alors que tu peux approcher la course en disant, ouais, si j'ai fait 2 heures ou 2 heures et demie la veille, basse intensité, c'est pas grave, quoi. Et ça entache pas trop la course. Et puis la semaine, tu peux aller faire un 3, un 4 heures. Si tu t'écoutes, ça marche bien. Non, mais c'est clair. Je te rejoins sur cette partie-là de segmenter. J'étais un peu pareil en me disant, bon voilà, ma course est le dimanche. Je sais que le Ouais, dimanche, il y a la course. Et en fait, je comptais pas les intensités de la course dans mes intensités de la semaine. Ce qui fait que quand tu fais ton cycle VO2, PMA, peu importe l'appellation, tu dis, en fait, je peux en passer 2 dans la semaine, peut-être même une troisième si j'arrive à bien répartir. Puis en fait, tu dis, ah ouais, il y a quand même une course le dimanche. ouais, non, mais clairement. Alors Ça, qu'aujourd'hui, c'était un... quand tu regardes la charge d'une course, en fait, il y a très peu de séances qui t'amènent autant de charge qu'une course comme ça. Ouais, non, Et sur le côté mental, où au fait que le mec, là, en course, il a son dossard sur le dos, il a la possibilité d'aller faire une place ou jouer la gagne, en termes d'engagement mental, psychologique, il n'aura pas cette charge-là à l'entraînement. À l'entraînement, il n'arrivera pas forcément à pousser autant de watts sur X minutes parce que voilà, il est tout seul, il est dans une montée, il sait que le sommet en haut, il va se rasseoir 10 mètres avant. En course, s'il y a une arrivale en haut, il va pousser les 10 mètres supplémentaires et il va mettre beaucoup plus de watts, les TSS vont être plus importants.
Et puis c'est répété, hein. C'est le nombre de fois où tu passes des 15 secondes, des 30 secondes à refaire la relance, à reprendre les roues, à varier l'intensité. Bah, en fait, t'es rigolo avec tes 5 fois 2 minutes dans la séance, mais là, j'en ai fait 25 dans la course. Non, mais c'est clair. Mais ça, c'était un truc qui était intéressant, tu vois, que j'ai pas mal travaillé chez Vendée. C'est la quantification de la charge en compétition et justement essayer d'anticiper les charges des différentes courses pour planifier vraiment le développement du coureur. Et Et en du coup, disant pas, si tu peux creuser un peu ce sujet, parce que c'est assez intéressant. Est-ce qu'au final, tu as juste regardé, tu as moyenné, admettons, les coureurs qui font rendez-vous les classes 2, tu t'es dit, bah voilà, une classe 2 qui fait à peu près 4h30, il y aura tant de temps dans chaque zone, ou tu as poussé le truc un peu plus loin encore? ouais, non, en fait, c'est con à dire, hein, mais le cyclisme, c'est un sport qui est historique. Et du coup, les courses sont souvent les mêmes. Et il y a beaucoup de parcours qui sont les mêmes. Ça change un petit peu, Oui, pas du oui. tout au tout, mais donc ta charge elle est quand même souvent répétable. Après, attention, les coureurs font la course et les conditions météo changent aussi beaucoup les choses. Mais par contre, du coup, on arrivait quand même à voir des grosses différences entre une course élite d'un jour, une course d'élite de plusieurs jours et une course en classe 2. Ce qui était intéressant aussi, c'était de dire que, bah, en fait, une course élite par étape pour un coureur, en termes de charge, c'était bien plus important qu'une certaine course en classe 2. Et tu vois, pourtant, nous, au niveau construction, au début, c'était de dire, bah, je reprends mon bagage du coureur, et pour qu'il apprenne et pour qu'il passe des caps, il faut d'abord qu'il fasse des courses élites par étape, et après, une fois qu'on a validé ça, on passe par des courses en classe 2 ou courses classe 2 par étape. Et en fait, finalement, tu te rends compte que, bah, il y a des classes 2 par étape qui sont bien plus faciles qu'une course élite, parce que ça court différemment, parce que c'est plus cadenassé, parce que c'est moins bim bam boum. Et donc, en gros, ça me permettait d'anticiper et de dire, bah, ok, je sais que mon développement, bah, mon coureur, je veux qu'il passe des caps sur la répétition d'efforts. Bah, je sais que ce sera plus facile de travailler ça sur une course amateur que sur une course, que sur une course en classe 2. Ouais, du coup, toi, les courses faisaient partie intégrante, entre guillemets, de la planif en te disant, bon, bah voilà, je sais que ce coureur-là va faire 2 courses par étape en élite. Bon, bah c'est parfait en termes de charge, je sais qu'il va avoir de la charge parce qu'il va courir du vendredi au lundi. Et en plus de ça, comme les courses en élite, on va dire, sont plus décousues, ça va partir dans tous les sens pendant 3 jours, ça va faire la guerre si on a un maillot à défendre, etc. Alors que sur une classe 2, entre guillemets, il y a la charge en fin de course parce que les scénarios se ressemblent avec une ou deux équipes qui contrôlent. C'est plus light, entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il y avait un gros boulot qui était aussi en partenariat avec les directeurs sportifs. Bah, tous les lundis, on passait 1h30, 2 heures au téléphone ou en visio à reconstruire le calendrier en disant, bah ok, on a tel athlète, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il valide, est-ce qu'on a bien ses blocs de travail et ses blocs de récupération. Et du coup, ces blocs de travail, c'était pas des blocs d'entraînement, mais c'était des blocs vraiment où on enchaînait des courses. Donc, bah, c'était pas grave, on enchaînait une, deux, trois courses par étape. Mais par contre, on savait que derrière, il y avait 2 ou 3 semaines de récupération où il ne recourait pas. On avait le temps de ressouffler, de remettre une ou deux séances clés pour préparer un autre bloc derrière. Non, mais ouais, je vois la logique et sur le côté aussi, pareil, dans l'approche entre ton coureur qui fait que des courses, une course par week-end, et celui qui enchaîne des courses par étape, ton approche, elle est quand même complètement différente Ouais, sur ouais, le côté. Et toi, du coup, quand tu étais chez RK en World Tour, est-ce que tu as eu des coureurs qui ont participé à un grand tour? ouais. Mais est-ce que Ouais, j'ai tu eu. peux, ouais, est-ce que tu peux un peu expliquer sur toi l'approche que tu as de l'entraînement derrière, sur qu'est-ce que ça représente en fait un grand tour en termes de charge, et surtout comment on prépare? Tu vois, c'est quand même quelque chose assez intéressant. On parle du Tour de France, etc., de la préparation. Si toi, tu peux un peu plus détailler cette approche. Moi, c'était particulier parce que j'ai eu beaucoup de jeunes chez RK et beaucoup d'équipiers. Donc, leur objectif en grand tour est pas forcément comme un Pogacar Un bon leader, ouais. d'aller gagner un grand tour et du coup d'être présente sur toutes les étapes. Donc, la première chose, c'est déjà de découper ce qu'il y a derrière un grand tour. Dire, bah, j'ai eu beaucoup de coureurs sur le Giro l'année dernière, par exemple. Et le Giro l'année dernière, c'est 2 semaines à moyenne charge, une semaine où on sait que c'est très dur. Parce que toutes les étapes de montagne à la fin, l'objectif de certains coureurs, c'est de dire, bah, ok, il faut que je puisse faire parler de moi au début, parce que les courses, des étapes
qui me correspondent. Et à la fin, par contre, l'objectif, ce sera juste de finir le grand tour pour pouvoir dire j'ai fait 3 semaines de charge, et 3 semaines de charge qui vont me permettre de passer un cap derrière, parce que je suis jeune. Et donc l'approche n'est pas tout à fait la même que d'autres coureurs en disant bah ça me fait déjà 4 ou 5 grands tours, et si je finis à 2 semaines de course, c'est pas grave. Un des grands tours, j'en aurai d'autres. Et tout ça pour. Et après, l'autre truc, c'est de dire bah c'est quand même 3 grosses semaines de charge, et sur lesquelles il faut quand même se préparer à emmagasiner autant de charges. C'est des constructions en bloc sur les qualités qu'on recherche. C'est beaucoup de montagnes, donc un petit peu de seuil. C'est la capacité de récupération, donc souvent d'altitude, avant. Ok. Pas pour tous les coureurs, mais pour tous les coureurs où on a vraiment. Ouais, quand même beaucoup de coureurs, on a fait d'altitude. Et puis voilà. Et toi, donc, du coup, t'es un adepte de l'altitude dans ta philosophie d'entraînement ou c'est au final parce que beaucoup d'équipes en font et les coureurs aussi sont demandeurs, ou t'as vraiment constaté un gain sur le fait d'aller en altitude, ou encore autre possibilité, c'est le fait d'être en altitude en stage, d'enchaîner la montagne qui fait passer un cap au coureur. Avant, j'étais pas du tout adepte de l'altitude, parce que pour moi, il y a beaucoup de coureurs qui ont des caps à passer avant d'aller en altitude, en disant bah, ok, construis ton projet, vois quels éléments sont limitants chez toi, et finalement, bah, on parle de 1 ou 2% de gain, mais derrière, bah, si tu manges correctement, que tu dors correctement, que tu t'entraînes correctement, bah, déjà, on aura bien plus de gains. Et, mais cas concret, l'année dernière, j'avais un jeune Italien, bah non, on va pas en altitude. T'es néo-pro, Maîtrise les bases. tu t'as passé des caps énormément en musculation, t'as passé des caps avec la nutritionniste, t'as passé des caps à l'entraînement, mais il faut déjà qu'on arrive à assimiler ça correctement, et on verra ce que ça va donner derrière. Et par contre, quand tu arrives à un certain niveau, c'est vrai que bah, aller en altitude, bah, ça aide un petit peu à passer un cap, et surtout, moi j'ai surtout vu des capacités de récupération derrière qui ont vraiment augmenté. Ok. Ouais, donc toi, c'est vraiment le côté sur la récup, le fait d'avoir enchaîné 20 jours en stage en montagne, tu redescends, et le fait d'être performant après et de récupérer entre chaque effort. Ouais, c'est ça. Ok, Et de jour en jour surtout. ok. Ok, ok, Ouais, ouais, non. Intéressant ce point de vue-là, parce que tu entends toujours le fait de. On va en altitude pour aller chercher sur le côté hémoglobine, hématocrit, de faire grimper un peu tout ça, pour avoir ce boost-là d'un point de vue physio. Mais on n'entend pas souvent sur le côté aussi récup un peu plus long terme. ouais. Mais ça, pour le coup, ouais, c'est des choses qui marchent vraiment bien. Après Et aussi, faut aussi remettre le contexte que quand tu as des coureurs qui préparent un grand tour, ils sont pas dans une équipe Conti ou dans une équipe. Ils peuvent se permettre de pas courir pendant, on va dire, 1 mois et demi. Ils sont vraiment dans la préparation pure du grand tour. Donc tout est vraiment. T'orientes ton entraînement quand même pour préparer le grand tour. sur la partie théorique, oui. Sur la partie pratique, il faut pas oublier que bah, t'es équipe pour retour en France. Et toi, nous, on avait 27 coureurs, plus la Conti. Et du coup, quand tu mets toutes tes courses pour retour, bah, finalement, il y a quand même, surtout avant un Giro ou avant une Vuelta, t'as quand même beaucoup, beaucoup de courses. Et il faut que tu répondes présent au calendrier français, il faut que tu répondes présent au calendrier au retour. Donc, des fois, bah, t'es obligé de faire des concessions. Et le milieu pro est pas le milieu où tout est beau et tout est nickel, comme on le pense. Des fois, bah oui, bah, tu coupes ton stage altitude en deux parce qu'il faut qu'il aille faire une course et tu remontes derrière. C'est pas optimal. Mais par contre, Non mais bah, c'est clair. t'es Tu vois, nous obligé. c'est une question sur laquelle je me suis posé d'intégrer un stage altitude, tu vois, en juillet. Mais au final, en termes de timing, après le championnat de France, le fait de le placer, tu renchaînes toutes les courses, bah, t'es quand même assez limité sur la capacité de pouvoir le mettre en place parce qu'au final, comme on est obligé de faire le calendrier français sur les Coupes de France, etc., bah, t'as pas le choix d'être présent sur toutes les courses et comme on a que 12 coureurs, on est limité. Ce que j'allais dire, toi, avec un calendrier français et 12 coureurs, tu sais aussi que tu vas avoir quand même quelques blessés, quelques malades. Mais voilà, Bah, c'est, finalement, c'est c'est, compliqué de te dire, je planifie ça et je mets beaucoup de moyens en place en face. Et finalement, te retrouves à 3 jours, de dire, bah, lui, il est remplaçant et on va faire un bricolage. mais c'est ça. Sauf que ton bricolage, il est plus coûteux que si tu restes à la maison, que tu t'entraînes correctement et que tu arrives à la course détendue.
Non, mais c'est clair. Et sur le côté, pareil, charge d'entraînement, bah, t'as 12 coureurs, les mecs, ils enchaînent quand même beaucoup plus les courses que dans une équipe où t'as plus de coureurs, ou une équipe étrangère qui est conti, mais ils ont 3 ou 4 coureurs supplémentaires. Bah, les coureurs, ils peuvent facilement rester un week-end chez eux, alors que moi, c'est compliqué. Bah, t'as 12, équipe de 7. Ça tourne, mais au final, ça tourne très vite. Cette charge de prendre en compte les week-ends d'entraînement en termes de charge sont plus qu'importants, sans oublier le trajet de veille de course, tu reviens le soir de la course, le lendemain matin chez toi, etc. Voilà, ça te rajoute de la charge et de la fatigue. Donc au quotidien, il y a tout ça intégré à penser pour avoir un suivi entre guillemets optimal. Ouais, c'est sûr. Et puis tu verras, mais tu vois, on parlait de grand tour et d'approche du grand tour, mais je trouve que chez les professionnels, c'est quand même assez simple et assez carré. En disant, bah, souvent, du coup, tu te dis, bah, il faut faire une course par étape avant, du coup, c'est coureur par étape, et après, tu remets un stage, et puis après, t'arrives à ton grand tour, et ça se passe quand même plutôt bien. Par contre, ce qui est le plus compliqué, c'est les coureurs qui sont en classique. En disant, bah, t'enchaînes tous les jours, les conditions sont souvent mauvaises, il y a des moments, il faut quand même que tu rentres à la maison parce que t'as une famille, parce que t'as un chez toi, et du coup, t'as un déplacement, que, bah, nous, on voit tout ce qui est beau derrière l'écran en disant, bah, ouais, ils ont fait la course, c'est super beau, ils sont arrivés, c'est top. Sauf que derrière, bah, il y a des mecs qui galèrent à l'aéroport, des mecs qui galèrent à la gare pour pouvoir rentrer chez eux, etc. Non, non, Donc c'est c'est une quand même, logistique. c'est une grosse logistique et c'est une grosse charge à côté qui fait que, bah, en termes de charge, des fois, c'est plus compliqué à planifier que aller faire juste un grand tour. Non, mais c'est clair. Et j'allais te dire, au final, c'est la discussion et l'échange avec le coureur qui va nous faire intégrer en tant qu'entraîneur cette charge-là. Parce que si le mec, il te dit pas qu'il a galéré, qu'il est rentré hyper tard chez lui, tu vas dire, bon, en fait, toi, dans l'idéal, il t'avait dit que son train, ça le faisait arriver à 22h, aller à 23h, il est dans son lit. Au final, il a eu 2 galères de train, il est rentré, il a fini en taxi. Et il est rentré à 1h30 du matin chez lui avec le stress nerveux de se dire, ouais, c'est une galère, l'organisation. En termes de charge et fatigue, c'est quand même pesant. Sauf qu'au final, si nous pas les mots sur ce qu'il a vécu. Nous, on peut pas le deviner, on peut pas et cette charge-là, entre guillemets, elle est invisible, elle est pas mesurable. T'as pas un truc qui te dit, t'as pas les TSS de stress quotidien. Nous, on a. Et tu l'auras jamais parce que ce sera jamais vraiment fiable. Mais comme tu dis, c'est le truc qui est hyper intéressant. Non, Et non, des mais fois, c'est tu te clair. dis, mais je comprends pas, t'as couru il y a 4 jours et t'es encore cramé. Bah ouais, mais attends, je suis rentré à 2 heures du matin chez moi et dû refaire bah, pour préparer le prochain déplacement, Hmm. repréparer mes affaires. Le contexte Après, familial. il y avait la famille. Bah, forcément, ma copine, elle voulait qu'on se voit un coup, ma famille, elle voulait qu'on se voit un coup. Et puis Celui qui a derrière, bah, un enfant malade à ce moment-là, bah tu dors pas bien, t'es réveillé dans ta nuit elle a assurée. Aujourd'hui, tu vois, avec un bracelet Whoop, on arrive quand même à avoir une nuit de sommeil mauvaise avec l'AFC, etc. Mais si le coureur, tu vois, je trouve que c'est là où c'est le plus important d'agir au quotidien et cet échange-là, moi, comme je leur ai dit, le fait, le moindre alerte, bah, tu m'envoies un message, on se tient au courant, on s'appelle, on réfléchit à deux. En fait, l'idée, c'est pas de tout casser, tout modifier, mais de se dire, il y a quelque chose qui va pas. En fait, on essaye de comprendre, est-ce que ça vient de où, ça vient de quoi, et comment ça peut influencer le reste de ta semaine et le reste du cycle, entre guillemets. Parce qu'au final, comme on l'a dit depuis le début du podcast, on mesure plein de choses. Nous, en tant qu'entraîneur, c'est bien, on peut vérifier si l'entraînement est bien fait, on a nos alertes en fonction de l'AFC, du RPE, etc. Mais on en revient encore sur le ressenti au quotidien. Et si le mec sent qu'il commence à tomber malade, bah, on est quasi sûr que s'il nous dit ça, le lendemain, il est malade. bah, c'est ça. Il se connaît bien, il va pas nous raconter ça pour le plaisir, nous dire ah bah, tiens, je vais appeler mon entraîneur pour lui dire que je suis pas bien, il va me changer toute ma semaine. S'il le dit à ce niveau-là et au niveau d'implication, c'est qu'il y a quand même du ressenti. Ouais. Clairement, le ressenti du coureur, c'est vraiment, vraiment important. Et ça fait partie aussi de notre boulot en disant, bah, ok, on a un côté planification, un côté analyse, mais après, on a un côté réadaptation de ce qu'on va faire en face. Et forcément, du coup, tu prends en compte le ressenti de l'athlète et tu es capable de te changer du jour au lendemain parce que, bah, il y a un truc qui va pas. C'est ça, c'est ce qui fait la Mais magie de notre travail. il faut aussi accepter qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller à la performance. Et du coup, bah, s'il y a un chemin qui passe pas, bah, on va trouver un autre chemin, c'est pas grave. Non mais On va c'est clair, déconstruire différemment, on va construire avec d'autres éléments et ça va bien se passer. c'est clair. La perf, c'est pas que la théorie. La pratique, elle est là où au final, on a beau planifier quelque chose et de se dire, si on part de ce point-là et on arrive à ce point-là en passant par tout cela, au final, tu te rends compte que dans la plupart des cas,
tu seras toujours obligé au moment de changer de cap parce que tu auras eu une course qui s'est rajoutée parce que ton coureur était remplaçant et il y a eu un blessé, il est parti, il est revenu, il y a eu un petit couac physique là, une petite douleur, une petite alerte et il faut réajuster pour l'amener à son top le jour J. Et toi, j'ai un bon exemple l'année dernière, c'est un Kevin Vauquelin. Un Kevin Vauquelin où au début de la saison c'est compliqué, où on arrive à Indurain et c'est pas au niveau d'où on l'espère. Et là on se dit, mais on fait quoi? Est-ce qu'il faut Est-ce qu'on continue dans cette direction-là? Est-ce qu'on change tout? Est-ce qu'il faut qu'il fasse Pays Basque pour préparer à Flèche Wallonne? Est-ce que bah peut-être pas? Et finalement on se dit, bah en fait, bah bingo, on va où c'était? Dans l'Ouest. Et du coup tu fais une course en classe 1 où il va être performant, où il va s'amuser, il Il va va se voir rassurer. il va voir que ça va bien, et finalement derrière il va Flèche Wallonne deuxième. Non mais au moins Bah c'est un petit changement. t'as broyé du noir pendant un mois. Le seul changement que t'as, c'est tu rajoutes une course du tac au tac entre Indurain et derrière. Et là, bah, ça roule. Mais c'est ça aussi la capacité d'adaptation. Si tu changes jamais ton plan, hein, et tu vois, ce qui était un peu dur aussi au niveau entraîneur au début, c'est-à-dire, bah, t'es tout le temps là en te disant, bah, mon boulot c'est planifier, anticiper les choses, construire les choses. Et des fois, bah, ouais, t'es obligé de déconstruire ça. Ouais mais Et c'est t'es clair. obligé Et ça, d'accepter ça. je pense que c'est le côté aussi universitaire où je me souviens en licence à Amiens où on te dit tout le temps de présenter une planif, mais il faut toujours présenter une planif annuelle. On a l'habitude on a été entre guillemets formaté à faire des tableaux Excel, mais tu vois, tu fais tes cycles, tes macro-cycles, mésocycles, enfin bref, tout faire sur une année. Au final, quand tu commences à entraîner, tu te rends compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, ce que tu as construit, tu as passé du temps à mettre en forme, à réfléchir sur comment tu orientes tes charges, à te dire, bah tiens, en fait, ça tombe déjà à l'eau, je suis obligé déjà de réajuster. C'est la différence entre le côté universitaire qui veut tout cadrer, millimétrer, et la réalité du terrain qui fait que ça soit amateur ou professionnel, il y aura toujours un petit truc qui va venir influencer, on est obligé de déconstruire pour reconstruire la suite. Mais c'est ça qui est hyper stimulant, je trouve, dans le métier d'entraîneur. T'es toujours là dans les champs, t'es toujours là dans la réflexion, t'es toujours là en train de dire, bah, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux refaire à la place, et c'est hyper stimulant. Et même au final, t'as beau entraîner, admettons, je sais pas, 10 coureurs, t'as 10 personnes différentes en face de toi, peut-être un calendrier commun, mais un calendrier différent, ce qui fait qu'au final, personne ne fait pareil. Tu peux avoir des séances identiques parce qu'au final, voilà, oui, les séances endurance, etc., on n'a pas 300 dans notre bibliothèque, donc ils vont retrouver des séances identiques en même temps. Mais derrière, quand on construit quelque chose, on individualise, on va rechercher, on est dans l'échange, on est dans l'adaptation au quotidien. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois mon métier, de me dire, bah, ouais, en fait, j'ai personne en face de moi, et dans tous les cas, cette année, j'ai tant de coureurs, l'année prochaine, j'en aurai tant, j'aurai pas les mêmes, ils feront pas le même, et si j'ai les mêmes, ils feront pas le même calendrier de course, donc l'année 1 sera pas la même que l'année prochaine. Donc, tu vois, c'est ce qui est intéressant, je pense, dans notre métier. Ce qui est stimulant, entre guillemets. Ouais, et puis même, t'apprends en contact à chaque fois de différents athlètes, hein. Et tu vois, ce qu'on disait, parcours plutôt transversal avec tous les niveaux, mais par contre, j'ai appris au contact de chaque athlète, que ce soit les U19 ou que ce soit les World Tour. Donc c'est hyper stimulant, t'es toujours dans l'échange, t'es toujours à te poser des questions, à voir comment ça répond. Et du coup, tu reprends vraiment l'approche du coureur en disant, ok, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qui lui plaît en vélo, où est-ce qu'il veut aller. Et après, il y a aussi un peu le côté équipe en disant, où est-ce que nous, on veut qu'il aille. Oui, Et voir si les deux peuvent aller dans la même direction. Et des non, fois, mais ça arrive qu'il y ait des grosses erreurs, hein. Des recrutements où tu te dis, ça, c'est. bah ouais, On le je saurait, veux un, on pourrait deviner tout ça, on ne le ferait pas. je veux un grimpeur, il est capable d'aller accompagner mes leaders sur les grands tours. Bah ouais, non, c'est pas ça qui lui plaît dans le vélo. Lui, ce qu'il veut, c'est aller mettre des mines, être devant tout le temps. Bah, il sera jamais un bon équipier. Là, il Et le à fera à l'inverse, contre-cœur et il fera pas bien son boulot. ça. Et Mais pourtant, au niveau data, c'était tout nickel. Au niveau performance qu'il a fait avant, c'est tout nickel. Ça correspondait à 100%. Mais ça colle pas. non, mais c'est Donc, clair. voilà, ça arrive. Je te rejoins là-dessus. On était sur. J'étais dans cette réflexion il y a quelques jours sur un coureur de est-ce qu'on catalogue grimpeur, est-ce qu'on catalogue puncher. Tu vois, et tu te poses la question parce que tu regardes ces datas, ça peut coller dans les deux. Puis au final, quand tu échanges aussi avec le coureur,
Lui il te dit ouais mais on me dit grimpeur mais moi je me vois pas grimpeur. Tu vois, et t'as ce côté-là dans l'échange, comment on fait? Parce que sur telle course on peut l'aligner, est-ce qu'on l'aligne pas? Et je pense que t'as pas le choix de trouver ce juste milieu entre besoin de l'équipe, besoin du coureur, ressenti du coureur, et toi derrière en tant qu'entraîneur en disant oui c'est sûr, le mec qui a des qualités de sprinter, on pourra pas le faire basculer grimpeur. Et inversement, un mec qui a pur grimpeur 55 kilos, il pourra pas devenir sprinter face à des mecs qui sortent 1800 watts au sprint. Notre boulot, c'est quand même le juste milieu de trancher et d'accompagner l'athlète pour qu'il soit performant pour lui, pour l'équipe et qu'il remplisse ses objectifs. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai intervenu avec le DE il y a un mois à peu près, et c'est justement sur la construction d'objectifs et l'individualisation. Et ce que je leur disais, c'est tu es obligé de prendre en compte les trois parties en disant, tu prends en compte ton athlète, tu fais un bilan sur lui, et son vécu, ses niveaux physiques, etc. Tu prends en compte l'activité, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va vraiment mettre en face? Est-ce qu'on revient par rapport à ce que je faisais avec Vendée. Bah ouais, mais on parle de World Tour, mais chaque World Tour est différente. On parle de classe 1, mais chaque classe 1 est différente. Et le niveau en face, il peut changer du tout au tout. Donc, il faut vraiment bien prendre en compte la charge qui est en face. Et après, le dernier parti, c'est l'équipe. Et il faut pas oublier que même si tu es entraîneur avec une relation entraîneur-entraîné, tu es quand même rémunéré par une équipe et il faut que tu aies un projet équipe qui soit global. Et donc, des fois, oui, ça arrive d'orienter certains coureurs dans une direction qui est pas forcément optimale pour lui, mais finalement qui sera meilleure pour l'équipe. Ouais, non, mais c'est clair. Et tu vois, ça, je l'ai intégré, entre guillemets, compris cette année. Jusqu'à l'année dernière, j'étais entraîneur individuel, donc je me posais pas la question entre guillemets. Pas je me posais pas la question, mais je n'étais pas rémunéré par une équipe, j'étais rémunéré par des coureurs. Moi, je bosse pour le coureur, tu vois. Je bossais avec des coureurs qui étaient à Nantes, etc. Je fais en sorte pour que eux, en fonction de leur calendrier, en fonction de leur ambition personnelle, ils soient bien les jours J, tu vois. Et j'ai pas intégré ce côté équipe parce qu'au final, j'avais pas de lien direct avec l'équipe. Alors que cette année, c'est différent. J'ai des coureurs que je n'entraîne pas au sein de l'équipe. Pareil, je supervise et dans tous les cas, je dois faire le lien avec ces entraîneurs-là pour leur faire comprendre aussi les attentes qu'on a de ces coureurs, entre guillemets, en tant qu'équipe. Donc oui, on l'attend sur telle course, mais dans tous les cas, si on doit faire quelque chose et qu'on lui demande de le faire, euh, même si au final sa course était son objectif et que changement de programme, les directeurs sportifs ont décidé que, en fait, on doit le justifier. Alors que quand tu es entraîneur extérieur, tu te poses pas trop cette question-là. Alors, tu te poses pas trop cette question-là, mais quand tu l'as un peu vécu, tu te dis, tu sais que ça peut être hyper frustrant de travailler sur un objectif Oui, c'est clair. et que du tout au tout, il y a un directeur sportif ou quelqu'un d'autre dans l'équipe qui dise, non, oublie ça, c'était ton objectif, mais c'est pas grave. Et du coup, tu le prends quand même en compte, le fait que ça puisse changer. Dans ton conditionnement d'athlète, tu vas essayer de faire en sorte que tout puisse se passer correctement dans cette direction-là. Et dans les étapes de construction, tu dis, il faut que ça se passe bien avec l'équipe aussi. Tu vois, c'est dire, Non, mais c'est clair. ok, tu vas faire l'effort d'intégration dans l'équipe, tu vas faire l'effort d'aller faire le stage avec l'équipe, même si parfois ça colle pas forcément à ta planification. Mais ça te permet de développer d'autres qualités, et ça te permettra à certains moments d'avoir les courses que tu veux. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, dans une équipe, il faut faire de tout. T'as pas le choix, faut s'intégrer, sinon t'es mis de côté et ton contrat sera pas forcément renouvelé. C'est le côté du sport de haut niveau. Il y a tellement de monde qui toque à la porte que. Et aujourd'hui, du coup, on n'a pas abordé ce sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es avec une équipe? Est-ce que tu es entraîneur indépendant? Je suis entraîneur indépendant, donc j'ai monté ma société qui est B-Training. J'ai récupéré beaucoup d'athlètes dans des disciplines différentes. Tu vois, j'ai un trailer, j'ai beaucoup de cyclistes sur route, j'ai beaucoup de vététistes, et vététistes principalement en marathon. Ok. C'est une discipline que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un peu moins de pression par rapport à la route, il y a un peu moins de prise de tête, et le modèle de performance se rapproche quand même beaucoup de la route, donc c'est intéressant. Et après, j'interviens un petit peu avec des structures de temps en temps. Ok. Donc du coup, on peut retrouver ta société ou toi te retrouver sur les réseaux directement. Si quelqu'un cherche à te contacter ou te poser des questions sur l'entraînement ou sur ton approche. Alors, vous pouvez me chercher sur les réseaux, hein. Ce sera B-Training, mais c'est pas là où je serai le plus acteur. J'aime bien être, pour moi, l'entraîneur, c'est un métier de l'ombre, et j'aime bien rester quelqu'un de l'ombre. Donc, tout ce qui est développement réseau, site internet, j'ai,
je me force à le faire et à essayer de. Oui, c'est ce qu'on est. Quand tu m'avais appelé à l'époque en fait, c'est une vitrine entre guillemets pour Ça. présenter tes services. Je me force à le faire, mais c'est pas ce que j'aime faire. Ok. Non, mais au moins les personnes savent que si ils ont une question ou quelque chose comme ça, ils peuvent te contacter et ça tu répondras, il y a pas de problème. Exactement. Eh ben nickel. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins d'une heure de podcast. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu as une petite conclusion, un mot de la fin? Est-ce que tu as un message à faire passer d'un point de vue entraînement ou une conviction? Non, pas forcément. Mais ouais, faites-vous encadrer, prenez du recul. Ouais, mais tu vois, Plus, je... faites-vous encadrer entre. Moi, je mettrais un astérix. Faites-vous encadrer par des entraîneurs aussi compétents. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où il y a beaucoup d'entraîneurs. On se retrouve avec du chat GPT, du Claude, etc., de l'IA un peu partout. Et tu as du contenu ou des entraîneurs qui, pour l'appât du gain financier, tu vois, va pas forcément avoir ce côté éducatif et ça va être solution facile, entre guillemets, en termes de travail. ouais, faites-vous encadrer en fonction de vos besoins. C'est tout ça. Mais c'est juste pouvoir avoir des échanges, pour pouvoir avoir des contenus, pour pouvoir savoir exactement. Ben, ouais, j'aime bien revenir justement là-dessus. Quand je récupère un test, c'est soit acteur de ton projet. Moi, je suis un garde-fou. Donc, si tu es là et que tu m'apportes des éléments et que tu vas construire ton projet, bah moi, je vais juste te recadrer et te dire, bah ok, on va peut-être essayer d'aller un peu dans cette direction-là ou non. Et Impliqué et avoir envie de bosser avec toi aussi. Tu vois, c'est c'est. ça. Mais c'est attracteur, hein. C'est ok, Non, mais c'est moi qui aujourd'hui, prends je le pense que téléphone, c'est. c'est moi qui appelle, c'est moi qui envoie des messages, c'est moi qui vais chercher les éléments. Et en fait, bah plus tu vas apporter d'éléments, et plus on va aller loin, hein. Tu Parce seras qu'en moteur soi, derrière. des facteurs de performance, on en a vu tous beaucoup. Tu vois, même toi, tu as fait du bike-fitting, tu fais un peu de nutrition, tu fais de l'entraînement. Bah, il y a des moments où oui, je saurais pas répondre, mais j'ai des contacts qui permettent d'aller plus loin. Mais par contre, si tu me parles pas de ta position sur ton vélo de route pour aller plus vite, bah, on va pas en parler. Et pourtant, ça peut être un sujet de discussion pendant une heure, où on peut aller hyper loin. Non, mais c'est Bon, clair. tout ça Être, pour dire, être acteur dans sa pratique, dans ce qu'on a envie de faire, pour que les échanges avec l'entraîneur soient aussi pertinents et importants. C'est aujourd'hui. Dans tous les cas, aujourd'hui, à haut niveau, je pense que c'est l'élément déterminant. C'est ce qui fait la différence entre un coureur qui passe pro parce qu'il a, entre guillemets, des qualités un peu plus importantes que la moyenne. Donc, par ses résultats chez les amateurs, il sort du lot. Mais par contre, quand tu arrives à haut niveau, entre le coureur qui est très bon et le coureur qui passe excellent dans la durée, c'est, je pense, cette implication au quotidien sur toute la maîtrise de la base de la pyramide, sommeil, nutrition, récupération, et le fait aussi d'être impliqué dans son projet. Est-ce qu'au final, t'es passé pro dans une pro team, c'est ta finalité, et tu fais 2 ans, bah voilà, si t'as fait 2 ans, t'es content, ou est-ce que tu veux faire carrière, en sachant que les carrières dans le monde du vélo sont quand même assez courtes, tu fais 10 ans, est-ce que tu te donnes les moyens tout au long de tes années, tu te remets en question et en avance, ou est-ce qu'au final, tu restes un peu brouillon, mais au final, la performance, elle deviendra brouillon au fil du temps. ouais, clairement, être acteur à tout niveau, s'intéresser à tout, et même, et quand je te dis à tout niveau, c'est vraiment à tout niveau, que ce soit cadet ou World Tour. Même chez World Tour, tu dis, bah, À ok, degré moindre, mais oui, c'est être impliqué dans son projet au moment du ouais, projet, quoi, là-bas. mais c'est être impliqué, c'est juste aller chercher les connaissances et les compétences que tu auras besoin en fonction de où tu en es. Et quand t'es World Tour, bah oui, des fois, il faut que tu payes ta bouffe sur ton vélo. Bah ok, ça Mhm. représente comme un sacré billet, hein, toute l'année. Ouais, mais c'est Mais clair. si tu fais pas ça, tu passes pas de cap. C'est ok, des fois, il faut que tu payes ton stage en altitude. Bah ouais, tu vas faire 3 semaines tout seul, loin de ta famille. Mais c'est ça aussi être acteur. Et finalement, c'est toi qui construis Ton projet. ton projet. Exactement. Merci. Bah, je pense que ça fait un super un super mot de fin, pardon. Et bah, Soyez acteur. je te remercie d'avoir participé à ce podcast que je pense qui va être hyper intéressant, qui va ramener plein de points de réflexion sur le suivi au quotidien, sur les métriques, sur comment mettre en place, comment mesurer la charge et tout. Je te remercie, Baptiste. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. À bientôt.